Donc, vous me permettrez de ne pas revenir sur les arguments que nous avions développés en première lecture, ni sur les apports de l'Assemblée nationale de la première lecture, et notamment de la rapporteure, Mme Guévenoux, qui avait permis cette vigilance optimiste, pour reprendre les mots du président Requier. Lors de cette première lecture, le groupe RDSE avait globalement adhéré aux modifications du texte du Gouvernement apportées par le Sénat. Car oui, nous sommes conscients que le virus n'a pas disparu et qu'étant toujours en circulation active, il fallait donner au Gouvernement les moyens ponctuels, voire localisés, de réglementer, et je pense notamment au transport collectif. Aujourd'hui, après l'échec de la commission mixte paritaire, nous revenons au texte initial qui n'est ni plus ni moins qu'un vrai faux état d'urgence. L'Assemblée nationale, contrairement au Sénat, ayant décidé de revenir sur des interdictions plutôt que des possibilités de réglementation, comme l'avait prévu le Sénat. La prolongation pendant 4 mois des prérogatives du Premier ministre en matière de déplacement, de règles sur les établissements accueillant du public pourrait ne pas nous choquer outre mesure. Il n'en est pas tout à fait de même des rassemblements sur la voie publique, où l'on touche là au cœur de nos libertés fondamentales. Ce qui nous dérange, c'est cette banalisation de l'exception. Et oui, le passé nous l'a bien enseigné, à chaque fois qu'un état d'urgence a été mis en place, il en est toujours resté quelque chose dans notre droit commun. Et bien trop souvent, l'exception est devenue la règle. En cas de seconde vague, un simple décret permettrait de déclarer l'état d'urgence. Si j'entends l'objectif de célérité, ces mesures vont ôter toute valeur au véritable état d'urgence. Cela vient aussi également affaiblir le Parlement, qui n'est même plus consulté sur un sujet d'une extrême sensibilité. Et vous savez combien nous sommes tous attachés ici, dans cet hémicycle, aux libertés individuelles. Ajouté à un recours nombreux aux ordonnances, on pourrait aussi croire qu'il ne fait pas bon débattre. Je rajouterai aussi 2 mots sur l'article 2, même si nous pouvons comprendre l'importance de la collecte des données anonymisées pour des besoins d'études et de suivi épidémiologique. Doit-on avaliser l'extension de la durée des collectes de données, alors même que nous n'avons à ce jour tiré aucun bilan, ni aucune analyse des fichiers permettant de tracer les malades mis en place, ainsi que de l'application Stop Covid ? Nous n'avons eu aucun élément nous garantissant que ces collectes ne sont pas potentiellement dangereuses pour nos données personnelles, bien au contraire. Je conclurai par un mot pour nos compatriotes d'outre-mer, mis particulièrement à l'épreuve durant cette période. D'abord parce que le virus circule encore fortement en Guyane et à Mayotte et demande toute notre attention. Ensuite, parce que dans le reste de ces territoires se pose la question de la reprise des liaisons aériennes, notamment pour nombre d'ultramarins, qui profitent des vacances d'été pour passer du temps avec leur famille, et pour nombre d'étudiants venus en métropole pour qui l'éloignement n'a que trop duré. Nous comprenons aussi qu'il faille protéger ces territoires du virus, et les solutions proposées par notre collègue de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Artano, nous semblaient réalistes, réalisables et garantissant à la fois la protection des populations faiblement touchées, et la circulation des personnes et l'activité économique. Malheureusement, la question préalable nous empêchera de réétudier ce sujet sensible qui porte atteinte, à notre avis, au principe constitutionnel de l'unité territoriale française. Aussi, mes chers collègues, vous l'aurez compris, même si sur le fond nous partageons l'avis du Sénat sur ce texte profondément modifié par l'Assemblée nationale et sur lequel il n'a pas été possible de trouver un compromis, nous voterons contre la question préalable, conformément à la doctrine de notre groupe, préférant toujours débattre à nouveau pour expliquer à nos concitoyens encore et encore nos positions, même si l'on sait qu'au final nous ne serons pas forcément entendus, mais sait-on jamais. Nous trouvons d'autant plus dommageable cette mésentente que le Sénat, dans sa première lecture, avait permis de maintenir des outils donnant la capacité au gouvernement de contrôler la situation d'épidémie sans remettre en cause les libertés fondamentales qui font la force de notre pays et de notre République. Je vous remercie.